Alors, vous l'avez compris, donc cette table ronde s'intitule « Prévenir et protéger ». On va évoquer les actions des forces de sécurité et de la justice dans ces domaines. Et pour entamer cette table ronde, nous allons visionner une première vidéo. Alors, c'est un reportage qui a été diffusé sur France 2 en 2007. Alors, donc, on fait un petit bond en arrière. On est 2 ans après les émeutes qui ont embrasé les banlieues, souvenez-vous. Et donc, dans ce reportage, le journaliste commente un rapport de l'ancêtre de l'INEGI. Regardez. En France, polémique autour d'un rapport décrivant les relations très tendues entre police et population en Seine-Saint-Denis, près de Paris. Mené par l'Institut des hautes études de sécurité, l'INES, qui dépend du ministère de l'Intérieur, cette étude évoque une déferlante de violence, un climat d'insécurité permanent entre la police et les habitants. Gilles Marinet. Cette étude devait rester confidentielle, à usage du seul ministère de l'Intérieur. Elle repose sur de nombreux entretiens menés auprès de policiers, magistrats, élus municipaux et le constat est sévère. D'emblée, les auteurs notent que les relations entre la police nationale et la population sont difficiles et empreintes de tensions. Les propos recueillis ce matin sur le marché de Montfermeil en Seine-Saint-Denis en témoignent. Moi, je dirais qu'ils sont peut-être un petit peu trop virulents et pas assez dans leur rapport humain et de discussion avec les gens. Il y a vraiment une coupure. Avec certains jeunes, il y a vraiment une coupure. Les jeunes n'aiment pas la police et ils pensent que les policiers n'aiment pas tous les jeunes des cités, quoi. Selon le rapport, dans ce département marqué par les émeutes de 2005, la violence est en hausse constante. Une déferlante est-il écrit dans le texte et principalement, elle serait le fait de jeunes gens mineurs. Un fossé se creuse avec les autres départements. Les violences constatées sont en pleine expansion alors que de moins en moins de plaintes sont déposées. Un climat hors norme, selon les auteurs, qui évoque également une situation sociale très dégradée. Voilà, vous avez entendu les mots violence, délinquance hors norme qui est en hausse, des rapports police-population difficiles. Donc Frédéric Pechnard, c'est en 2007 que vous êtes devenu DGPN. Est-ce que la situation, vous l'avez connue telle qu'elle ? Bien sûr, dans ce sujet, il y a une part de provocation qui est indéniable. Moi, je voudrais rappeler quelques faits, puisqu'on est en Seine-Saint-Denis, on est 2 ans après les émeutes de 2005, émeutes qui ont mis d'abord la Seine-Saint-Denis, puis la France à feu, et heureusement pas à sang, mais disons à feu et à sac, et que les forces de l'ordre, police et gendarmerie, ont réussi en 3 semaines à rétablir l'ordre sans qu'il y ait un mort. Alors, il y a eu des morts, mais des morts qui n'avaient rien à voir avec l'action de la police, puisque c'est des civils essentiellement qui sont morts dans un incendie ou des choses comme ça. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est finalement donner un vrai coup de chapeau aux forces de l'ordre françaises qui, depuis mai 68 jusqu'aux Gilets jaunes et en passant par les émeutes de 2005, ont réussi dans des conditions extrêmement difficiles. Rappelons qu'il y a eu plus de 200 policiers et gendarmes qui ont été blessés pendant ces 3 semaines. Dans des conditions donc extrêmement difficiles, ont réussi à ramener l'ordre. Finalement, il y a assez peu de pays qui sont capables de faire face à ce type d'émeute en engendrant aussi peu de dégâts humains. La deuxième chose que je peux dire, c'est que j'ai été policier de 1981 à 2012 et j'ai toujours lu avec intérêt toutes les études sur la police et la gendarmerie. La dernière que j'ai lue, c'est janvier 2019. On est en pleine crise des Gilets jaunes. IFOP, institut sérieux, 75% des Français aiment leur police, 75% des Français ont confiance dans leur police. Il n'y a que l'armée qui fait un peu mieux et on est loin, très 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 loin devant les journalistes, les hommes politiques et les enseignants. Ce qui est plutôt de nature à rassurer sur le lien police-population. Voilà. Oui, Hélène Leuillet, vous avez justement étudié aussi cette question ? Oui, tout à fait. Alors, je crois que il y a quand même parfois une difficulté à saisir la spécificité de la place de la police actuellement dans le débat public. On voit bien, c'est qu'on a tendance à voir les choses un peu, on l'a bien vu au moment de la crise des Gilets jaunes, en termes de face à face, comme s'il y avait 2 camps, la police et puis les casseurs, etc. Ou dans les banlieues, comme on le voit, la police, la population. Alors que la police, c'est essentiellement une médiation, mais c'est aussi une place très difficile, une place impossible. Et je crois qu'il faut quand même prendre un petit peu de recul et voir qu'une des raisons, c'est aussi que dans l'histoire de la police, sa place
a évolué, les missions de police se sont transformées avec les évolutions de la société. Parce que, il faut rappeler qu'au XVIIIe siècle, par exemple, la police, elle avait une mission qu'on peut dire philanthropique, pastorale. Il y avait plusieurs objets de la police. Vous vous rendez compte que, par exemple, dans le dictionnaire de l'encyclopédie, Boucher d'Archis pouvait écrire « L'unique objet de la police est de conduire l'homme à la plus parfaite félicité ». Vous retrouvez, n'est-ce pas, dans cette définition. Et puis, on voit bien qu'aujourd'hui, dans la mesure où la société s'est rationalisée, que chaque métier a son corps d'inspection, a son contrôle, au fond, la police n'a plus affaire qu'à la violence. C'est-à-dire qu'on appelle la police quand on n'a pas le choix. C'est-à-dire que vraiment, quand ça craint, quoi, quand il y a une violence non négociable. Et de ce fait, je crois que la place de la police devient difficile à symboliser. Elle est identifiée en quelque sorte, là on le voit dans l'interview, je ne veux pas du tout invalider les propos de Frédéric Pechner, c'est vrai aussi, mais il y a aussi cette réalité des quartiers qui fait que la police est identifiée à la violence. Et ça, c'est très très compliqué parce que ça met dans une sorte de situation de guerre, alors que la police, elle est là aussi, sans revenir à la plus parfaite félicité, pour prendre soin du lien social. Hein, on l'oublie. Ça existe encore. Je pense à, je sais pas, la brigade des sans-abri, par exemple, la BAPSA, qui est le rappel de cette mission pastorale, philanthropique de la police. Mais c'est plus large. La police d'ordre aussi a cette mission-là. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a du mal, pour des raisons que je ne vais peut-être pas avoir le temps de développer ici, à se rappeler que la police, c'est un tiers. Ce n'est pas un camp, comme disent les deux filles, on n'aime pas. La police, c'est un autre camp. Non, c'est un tiers. Et ça, voilà, c'est quelque chose qu'on a du mal à conceptualiser, peut-être essayer de rappeler. Oui, peut-être que vous pouvez en rebondir là-dessus encore, Frédéric Pechner, et puis peut-être aussi évoquer les différentes missions de la police aujourd'hui, qui sont très nombreuses. Moi, je crois que ce qui est très intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est que la police, c'est un tiers. Et une des difficultés que la police ou la gendarmerie, quand je dis police, je me permets d'associer directement et systématiquement nos cousins gendarmes qui ont les mêmes missions, les mêmes difficultés que nous. Finalement, le problème, c'est d'éviter de se retrouver confrontés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté, c'est pas deux bandes rivales qui se frappent. Et on a eu ça souvent comme impression lors de la crise des Gilets jaunes, où on avait l'impression qu'on renvoyait les violences de l'un aux violences des autres. Mais c'est pas ça. La police, c'est un tiers. Les policiers, ils ne sont pas dehors pour leur plaisir. Ils vont dehors et vont sur une manifestation pour assurer la sécurité de la manifestation. Voilà, et ils font leur métier. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et c'est un message qu'il faudrait faire passer. C'est que la police, ce n'est pas une bande à part. Ce sont des tiers. Ce sont des tiers qui viennent pour rétablir l'ordre. Et c'est ce positionnement assez intellectuel, je reconnais, mais c'est quelque chose que sur le terrain, on ressent de manière profonde. Ce positionnement difficile, voire dans certains quartiers impossible à trouver, et pourtant probablement ce qu'il faut chercher. Et alors dans le reportage, on entend qu'il y a en 2007, en tout cas, va signifier qu'il y a une hausse de la délinquance des mineurs. Madeleine Mathieu, aujourd'hui, est-ce qu'on a le même constat? Alors c'est un point intéressant que vous abordez et qui fait écho aux réflexions qui viennent d'être échangées sur quelque part le ressenti, qui est parfois plus important que la réalité. Parce que je regardais encore aujourd'hui, puisque vous le savez sûrement, au ministère de la Justice, la ministre l'a annoncé ce matin, nous sommes en pleine activité de réforme, notamment en ce qui concerne l'ordonnance du 2 février 1945. Et je regardais donc des articles de presse qui remontent pour le plus ancien à 1907, un autre de 1911, un autre de 1913, un autre de 1939. Et au travers de toutes ces publications, revenait en permanence ce même sentiment d'aggravation de la délinquance des mineurs, qui de plus en plus était menaçant, dangereux. Je crois d'ailleurs que si on regarde les écrits de Socrate et de Platon, on retrouve à peu près le même état d'esprit. Donc c'est d'ailleurs intéressant, peut-être sur un plan philosophique ou sociologique, de voir à quel point nos sociétés se sentent menacées par leur jeunesse, d'une manière générale. Bon. Si on regarde maintenant les chiffres, le cas échéant, en cas de besoin, j'en ai même quelques-uns avec moi, on s'aperçoit que sur le temps long,
si je pars des années 2000 à aujourd'hui, par exemple, nous avons bien sûr des pics, mais d'une manière générale, une stabilité de la délinquance des mineurs qui n'évolue pas significativement, ni en termes de tranche d'âge concernée, hein, contrairement à ce que l'on entend beaucoup. C'est toujours la tranche des 15-18 ans qui est la plus significative, hein, qui représente entre 16 et 18 ans, c'est 56% de la délinquance et ça n'a pas bougé depuis 2005-2010. Et donc il y a plein comme ça de représentations qui ne correspondent pas à la réalité. Et ces représentations, et c'est là où je fais écho aux propos qui viennent d'être tenus, eh bien, elles sont très présentes aussi dans la psychologie des différentes personnes qui peuvent avoir à intervenir auprès des jeunes et qui peuvent évoluer considérablement dès lors qu'ils sont au contact de ces jeunes. Et je citerai quelques exemples. Nous organisons un diplôme universitaire adolescent difficile qui regroupe des professionnels de tous horizons et notamment des représentants des forces de l'ordre. Et à chaque fois que je me rends aux assemblées générales nationales qui ont lieu une fois l'an pour faire un peu le bilan de ces différents diplômes universitaires qui se constituent dans toute la France, eh bien, je suis frappée d'entendre des représentants des forces de l'ordre qui ont complètement changé de regard à l'égard des jeunes délinquants, hein, dont on vient leur parler, dont on vient expliciter auprès d'eux les problématiques qui sont nombreuses. Autre exemple, nous avons à la protection judiciaire de la jeunesse des manifestations nationales. Et l'une d'elles va se dérouler très prochainement. Elle s'appelle le Trophée Sport Aventure. Elle se déroule dans les Alpes. Ce sont des épreuves de sport un peu risqués, hein, de sport intense comme l'alpinisme, comme le canyoning, qui sont partagées par des gendarmes de haute montagne, des CRS et également la brigade de gendarmerie qui s'occupe de la délinquance des mineurs sur le ressort territorial concerné. Et là aussi, je peux vous dire que les échanges qui se produisent entre des jeunes délinquants pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse et ces représentants des forces de l'ordre qui partagent avec eux des moments de difficulté, de tension, où il faut se faire confiance, où il faut échanger, eh bien, c'est extrêmement enrichissant pour les deux. Aussi bien pour les jeunes qui, très souvent, dans le cadre de leur problématique de délinquance, ont un problème de confiance à l'égard de l'adulte et qui retrouvent cette confiance à l'occasion de ces échanges-là, et de la même façon pour les forces de l'ordre qui, n'étant pas forcément habitués à ce type de relations, ont un regard qui change sur ces jeunes et voient à quel point, même dans les situations qui peuvent être les plus complexes, avec un passé qui peut être difficile, il y a une potentialité réelle chez chacun d'eux. Alors voilà, je pourrais donner d'autres illustrations, mais je trouve que c'est intéressant et je voudrais juste terminer en disant que j'ai demandé à l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse d'organiser une formation à destination justement des forces de l'ordre, gendarmerie et police. Nous sommes entrés en relation avec leurs autorités hiérarchiques. C'est en train de se mettre en place. On avait essayé dans les écoles nationales, mais c'est difficile parce qu'ils ont des programmes de formation très chargés. Donc on essaye dans le cadre de la formation continue territoire par territoire, justement pour donner une formation sur une meilleure connaissance de ce public bien particulier. Donc Frédéric Pechner, je reviens à vous encore. Est-ce que c'est l'une des missions de la police que d'aller au contact de ces jeunes et plus largement de la population ? Bien sûr, cette émission. Les missions de la police sont extrêmement variées et complexes. Il n'y a qu'à voir, si vous avez eu l'occasion de voir l'organigramme de la Direction générale de la police nationale, pour vous rendre compte à quel point c'était complexe. Je suis marié depuis 30 ans et je crois que ma femme n'a toujours pas assimilé toutes les subtilités de l'organisation de la police, d'autant plus que les sigles changeant régulièrement, on s'y perd assez facilement. Mais c'est vrai que de l'aide aux personnes sans abri, en passant par l'aide aux enfants, les services de renseignement, la lutte contre le terrorisme, la police de proximité, naturellement la police judiciaire, la police aux frontières, les CRS, le secours en montagne, on voit bien que les missions de la police sont extrêmement nombreuses et importantes. Ce qui d'ailleurs quelque chose qui est intéressant parce que, et permettez-moi cet aparté, à chaque fois qu'on parle de sécurité, quels que soient les gens qui en parlent, syndicats, hommes politiques, de droite comme de gauche, il n'y a qu'un seul mot qui revient, c'est le mot effectif. D'une façon générale, quand vous adressez à quelqu'un, quoi qu'il arrive, il vous dit « je n'ai pas assez d'effectifs, il n'y a pas assez de monde dans mon commissariat, dans ma gendarmerie, etc. »
Et personne ne se pose la seule question qui vaille, c'est quelle mission pour la police? On devrait d'abord savoir exactement ce qu'on veut faire à la police et à la gendarmerie, et ensuite seulement mettre en adéquation les effectifs. Je vous donne un exemple. Si le président de la République décide demain que la mission prioritaire de la police et de la gendarmerie, c'est de garder 24 heures sur 24 toutes les églises, il y en a 45 000 en France, alors c'est vrai, il n'y a pas assez de policiers et de gendarmes. Mais pensons d'abord aux missions. Quelle mission veut-on pour la police? Est-ce qu'il ne faudrait pas resserrer les missions de la police sur leur cœur de métier avant de parler d'effectifs? Oui, alors je reviens un petit peu aussi sur le reportage. En 2007, vous dites que les services évoluent beaucoup. Et voilà, donc 2007, on est à l'époque des RG notamment, donc on va rentrer, aller vers le renseignement. Les services de renseignement ont bien changé depuis, hein, Lucille Roland. Effectivement, les services de renseignement, en tout cas au sein du ministère de l'Intérieur, ont subi une modification importante en 2008. 2008 est une année importante pour le renseignement dans son ensemble, parce que c'est l'année où on a eu un livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Et pour la première fois, la mission d'anticipation, et donc son corollaire, la mission de renseignement, a été érigée en une mission noble. Jusque-là, nous, membres des services de renseignement, nous étions des barbouzes. Et là, subitement, nous devenons des gens fréquentables et ce que nous faisons n'est pas sale. Donc c'est très important pour nous parce que ça nous a soudés au sein d'une communauté, la communauté du renseignement. Ça peut paraître accessoire, mais le fait de savoir que nous sommes plusieurs services à travailler ensemble dans un même objectif final qui est la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, quelle que soit la façon dont ces atteintes se manifestent. Cet objectif final que nous partageons tous, c'est quelque chose qui nous unit et c'est quelque chose qui fait que nous sommes capables de travailler les uns avec les autres en coopération. Même si nous n'avons pas les mêmes modalités, même si nous n'avons pas les mêmes objectifs intermédiaires pour y arriver, nous partageons tous cette communauté d'esprit qui est sanctifiée par un certain nombre de règles et sur le fait que nous bâtissons tous des manœuvres en renseignement pour arriver à obtenir les informations qui sont nécessaires à notre action et à l'information du gouvernement. Donc c'est quelque chose de très important. Au sein du ministère de l'Intérieur, on a eu une modification puisqu'à l'époque, la direction centrale du renseignement généraux et la direction de la surveillance du territoire ont pour une partie fusionné pour créer la direction centrale du renseignement intérieur, la direction et puis la sous-direction de l'information générale. Et actuellement, donc, nous avons la direction générale de la sécurité intérieure, le service central du renseignement territorial que je représente, et puis la direction du renseignement de la préfecture de police. Donc nous sommes toujours à 3 services. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas fusionner tout ça, voire faire un énorme service de renseignement global qui regrouperait la totalité de la communauté. À titre tout à fait personnel, et ces propos n'engagent que moi, j'en suis à mon 5e service de renseignement différent, dans 2 ministères différents. Je ne pense pas qu'il soit pertinent de rassembler tout cela sous une seule tête. Pourquoi? Parce que chacun de ces services, d'abord, a des objectifs très particuliers. La direction du renseignement militaire, par exemple, son but, entre autres, c'est de savoir combien de divisions, pour faire court. C'est-à-dire quand nos armées sont sur des théâtres extérieurs, à quoi vont-elles se confronter? Moi, en tant que service du renseignement territorial, ça ne m'intéresse pas vraiment, ça n'a pas d'importance sur ce que je fais. Et par ailleurs, pour accomplir ces missions, la DGSE, la DRM, la DRSD ont des pouvoirs spécifiques. La DGSI a des pouvoirs spécifiques, exorbitants du droit commun. Certains de mes personnels ont des pouvoirs spécifiques exorbitants des droits communs. Et si on ramassait tout cela sous une seule autorité, à mon sens, on aurait le FSB, c'est-à-dire le petit-fils du KGB. Et pour moi, ce serait très compliqué de continuer à travailler dans ce domaine en sachant qu'un seul service a autant de pouvoirs spécifiques exorbitants du droit commun. Et encore une fois, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Frédéric Pechnard sur les effectifs. Nous avons eu des plans de renfort parce que nous avons été confrontés à des attentats particulièrement meurtriers et surtout dont la méthodologie diffère par rapport aux attentats des années 80-90. C'était bienvenu, mais ce que nous recherchons, c'est pas seulement de la quantité, c'est aussi de la qualité.
C'est aussi une modification de la façon dont nous sommes organisés, et c'est aussi une modification de notre propre population. Nous ne recherchons pas forcément des gens qui ne vont faire que des surveillances physiques, par exemple. Nous recherchons aussi des cerveaux qui sont capables d'analyser, qui ont une ouverture d'esprit, qui ont une volonté de s'intéresser de façon extrêmement globale à la façon dont la société évolue, de manière à ce que nous soyons capables d'anticiper ces évolutions lorsque ces évolutions sont malsaines. Alors vous parliez de surveillance physique, on va regarder une petite vidéo alors qui date elle aussi un peu, elle a été diffusée dans le 20h TF1 en décembre 2001. Alors il ne s'agit pas d'un service de renseignement, il s'agit du travail d'une unité de sûreté départementale. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et pour lutter contre la délinquance et l'économie parallèle dans les cités, les fonctionnaires de la Sûreté départementale du Nord interviennent désormais incognito. Pendant plusieurs semaines, ils s'infiltrent dans ces quartiers. Vous allez voir comment grâce à Christophe Palais et Jean-Claude Lédin. Ouais, Eric, on a un véhicule noir qui va sortir. Tu peux confirmer le numéro? Du haut du 5e étage de cet HLM, discrétion et caméscope sont leurs armes. Basés dans la région lilloise, les fonctionnaires de cette unité spécialisée épaulent les services de police locaux en s'installant à l'intérieur même des quartiers sensibles. On est sur trafic de stupéfiants, en l'occurrence normalement d'héroïne et du cannabis, qui a été donc signalé par le service locaux. Donc on met en place un dispositif pour voir un petit peu les allers-retours des véhicules et les mouvements des individus qui peuvent apparaître sur le site. Des planques qui peuvent parfois durer plus de 6 mois, pour mieux se fondre parmi les habitants de la cité et interpeller les auteurs de violences urbaines ainsi que les trafiquants d'héroïne, de cocaïne ou d'ecstasy. On a été créé pour ça au niveau de notre service, pour arriver à aider tous les commissariats dans des banlieues difficiles où eux sont vachement connus et ils ne peuvent plus rentrer dans ces cités parce que les visages sont connus de tous les délinquants. Alors on parle beaucoup de problèmes de moyens matériels dans la police. On espère que quand même depuis 2001, le matériel a un peu évolué. Et est-ce que les techniques également en matière de surveillance, de renseignement même, ont évolué? Oui, effectivement, la loi de 2015 sur le renseignement nous a offert des techniques de renseignement qui sont un petit peu plus évoluées que les simples interceptions de sécurité. L'intérêt de cette loi, c'est que non seulement elle donne aux services de renseignement des capacités techniques, enfin juridiques en tout cas, de mettre en œuvre des capacités techniques, mais surtout elle instaure un contrôle. Lors des débats préalables à ce projet de loi, au sein des services, nous avions milité pour que nous ayons un contrôle assez important, de manière à pouvoir assurer la sécurité juridique des personnels qui mettent en œuvre les techniques. Ces techniques sont très intrusives pour certaines d'entre elles. Lorsque vous pénétrez dans un appartement pour mettre une sonorisation et une vidéo, c'est extrêmement intrusif, c'est extrêmement attentatoire aux libertés individuelles. L'autorisation de mettre en œuvre cette technique qui est particulièrement, suit un processus long et complexe d'autorisation ministérielle, est garantie par une commission de contrôle qui est indépendante. Et l'intérêt d'avoir cette commission de contrôle indépendante qui vérifie ensuite la façon dont la technique a été mise en œuvre, la façon dont les données ont été conservées puis supprimées et effacées définitivement, c'est que justement nos personnels qui mettent en œuvre ces techniques ne pourront pas être mis en cause par le simple fait qu'ils ont porté une atteinte aux libertés individuelles. Cependant, ces capacités techniques qui sont intéressantes et importantes puisqu'elles peuvent pallier certaines surveillances physiques, ne sont pas l'alpha et l'oméga du travail de renseignement. Le travail de renseignement, il a pour source, les sources que nous utilisons sont des sources humaines, des sources techniques et des sources partenariales. Et la raison pour laquelle nous souhaitons que toutes ces sources soient protégées par le secret de la défense nationale ou par le secret de l'enquête lorsque c'est judiciarisé, c'est parce que justement nous voulons préserver les moyens de travail. Si une source humaine est grillée, entre guillemets, dans une procédure judiciaire conséquente à un certain nombre de faits qui ont été révélés par le renseignement, non seulement nous perdons cette source, mais nous perdons des sources potentielles qui ne vont plus avoir confiance dans le fait qu'on est capable de les mettre à l'abri. Pareil pour les sources techniques, si nous grillons une capacité technique, bien évidemment, c'est le jeu du gendarme et du voleur en permanence, bien évidemment, les voyous ou les personnes sur lesquelles nous travaillons sauront comment nous travaillons et donc
mettront en œuvre des contre-mesures. Et pareil pour les sources partenariales, un partenaire à qui vous n'êtes pas en mesure d'assurer que ce qu'il vous a donné comme information ne sortira pas de façon inopinée, ne vous donnera plus d'informations. Et dans notre métier du renseignement, la coopération et l'échange d'informations, c'est fondamental. Et l'une de nos règles fondamentales, c'est celle du tiers-service. Quand un service A donne une information à un service B, B s'engage à ne pas diffuser à d'autres sans l'accord préalable et express de A. C'est ce qui nous permet... Et là, je voudrais battre en brèche un certain nombre, un argument qui nous est toujours opposé. Quand nous ratons quelque chose, quand il se passe quelque chose de grave, pour prendre classiquement le terrorisme, lorsqu'il y a un attentat, on nous dit toujours c'est parce que vous n'avez pas coopéré entre vous et que vous n'avez pas été capable d'échanger les bonnes informations. Juste, parfois, c'est parce que nous n'avons pas d'informations. Aucun d'entre nous n'a d'informations. C'est pas qu'on refuse de se les échanger. Les échanges entre services au sein de la communauté sont quotidiens. Les échanges entre services français et internationaux sont quotidiens également. Et le nombre de réunions que nous avons bilatérales et multilatérales est incommensurable. Ce n'est pas l'échange d'informations qui pêche, c'est tout simplement que parfois, ils sont plus forts que nous. Frédéric Bechnard, quel regard vous portez aujourd'hui sur la communauté du renseignement? Est-ce que les services de renseignement ont les moyens matériels et législatifs suffisants pour faire face à cette menace terroriste? Alors, rappelons, mais Lucille l'a très bien dit, qu'une année charnière, ça a été 2008. C'était bien sûr le livre blanc, auquel j'avais eu le plaisir de participer. Bien sûr, la fusion des deux services de renseignement de la police française et la création de la DCRI, devenue en 2014 DGSI, mais la création de la communauté du renseignement, mais également la création de l'Académie du renseignement, avec un endroit où la formation initiale et continue des différentes personnes qui sont dans les services a été facilitée, et également la création du CNR, coordinateur national du renseignement, devenu récemment coordinateur national du renseignement et de la lutte antiterroriste. On voit bien que ces années-là ont présidé, non pas à la création, parce que les choses existaient avant, mais à la nouvelle doctrine d'emploi. Rappelons aussi, puisqu'on n'a pas cité la gendarmerie, que la gendarmerie est présente au sein du service de Lucille, puisque quand on avait créé l'ANSET, c'est-à-dire la sous-direction de l'information générale, c'était un service mixte police-gendarmerie. Et pour la première fois, on faisait des notes d'information siglées police et gendarmerie, ce qui fait qu'on avait à peu près le même nombre de manifestants quand c'était le cas. Et puis la gendarmerie a une sous-direction qui s'appelle la SDAO, sous-direction de l'anticipation opérationnelle, dont le travail est de recueillir et d'analyser certains faits de renseignement. Alors, incontestablement, la loi de 2015 c'était une nécessité absolue, puisque à la suite de décisions de la Cour de cassation, eh bien, les policiers ou les membres du service de renseignement qui auraient fait des techniques de renseignement étaient placés dans l'illégalité, puisqu'il n'était plus question de faire de la géolocalisation de téléphone, de mettre des balises sur des voitures. Et donc cette loi a permis de donner un cadre juridique aux opérateurs des services de renseignement qui était absolument nécessaire. On voit bien d'ailleurs qu'elle est déjà dépassée et que probablement, pour suivre les capacités techniques, il va falloir rafraîchir cette loi, mais elle a le mérite incontestable d'exister et d'avoir été assez efficace. Alors là aussi, Lucille en a parlé, les effectifs, mais on voit bien qu'on a de plus en plus de problèmes techniques, non pas qu'on n'ait pas besoin d'hommes de terrain et d'hommes et de femmes qui puissent réfléchir, mais on a également besoin de capacités techniques qui sont importantes et qui demandent des investissements financiers importants. Voilà, réduire les effectifs, ça aux effectifs, et notamment les luttes antiterroristes, c'est comme si vous disiez, du temps de Napoléon, si on était 200 000 et en face c'était 50 000, on allait gagner. Eh bien aujourd'hui, si vous avez des chars de combat et puis des rafales, vous avez plus facilement le dessus. La veille technologique, je ne parle pas de cybersécurité, parce que mon voisin de droite est beaucoup plus compétent que moi pour ça, il en parlera tout à l'heure, mais la veille technologique, et notamment être capable d'intercepter les flux Internet, de décrypter WhatsApp, Telegram, etc., est quelque chose d'absolument fondamental dans le renseignement aujourd'hui, et ça, c'est d'abord et avant tout un problème de choix et de choix financiers. Comme on est sur la question du renseignement et du terrorisme, un petit mot, Madeleine Mathieu, sur la prévention de la radicalisation. Alors c'est vrai que c'est un sujet auquel la protection judiciaire de la jeunesse a été bien sûr confrontée, puisque je rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien l'émission de cette direction,
qu'elle a, outre un travail de participation à l'activité législative, et j'en ai dit un mot tout à l'heure, une mission de prise en charge des mineurs délinquants, puisque depuis les lois de 2007, elle intervient essentiellement en termes d'exécution des mesures pénales concernant les mineurs, même si, par ailleurs, et c'est intéressant à savoir, elle est également en charge de l'ensemble des mesures d'investigation, qu'il s'agisse d'investigation en protection de l'enfance ou en matière de délinquance, par le biais de son secteur public ou de son secteur associatif habilité. Alors je cite ces deux compétences parce qu'elles ont une importance particulière dans la problématique de radicalisation, notamment en ce qui concerne les mineurs de retour de zone de guerre, hein, où nous intervenons également, j'en dirai un mot tout à l'heure. Mais s'agissant de la problématique des mineurs délinquants qui sont concernés par des infractions à caractère terroriste, la protection judiciaire de la jeunesse s'est préoccupée de ce sujet dès 2015, c'est-à-dire dès le début de la vague d'attentats, même s'ils avaient commencé un peu avant, mais disons que la phase la plus aiguë, c'était cette période-là. Et donc, elle a constitué un réseau de 70 référents laïcité-citoyenneté qui interviennent sur l'ensemble du territoire, dans toutes les interrégions, dans toutes les directions territoriales, et également une mission nationale qui existe à l'administration centrale, dont la vocation est à la fois de mettre à jour, je dirais, en permanence, les connaissances des professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse sur ce sujet, parce que les choses évoluent considérablement et vite. Il faut toujours être à l'affût des différentes évolutions que l'on peut être amené à connaître, et puis aussi procéder à des recherches. Et nous avons par exemple été à l'origine, par un financement, d'une recherche qui a été conduite par messieurs Bonelli et Carrier, qui sont deux sociologues, sur environ 140 dossiers judiciaires concernant des mineurs poursuivis pour ce type d'infraction. Et j'en parle parce que c'est une source d'information extrêmement précieuse, dans la mesure où, contrairement à ce qui se passe parfois pour les majeurs, et notamment en matière correctionnelle, on disposait là de renseignements sur la personnalité de ces jeunes extrêmement riches, extrêmement intéressants, puisqu'il y avait tous les rapports éducatifs des services qui les avaient accompagnés au fur et à mesure du déroulement de la procédure. Et c'était également enrichi par le fait que ces sociologues ont rencontré les professionnels de l'éducation qui avaient accompagné ces jeunes et ont assisté à certaines des audiences lors des procès. Donc ces deux sociologues nous ont apporté un éclairage très intéressant sur les mineurs qui, heureusement en petit nombre, hein, il faut bien dire qu'ils ont été peu nombreux et qu'à deux exceptions près, il n'y a pas eu de passage à l'acte véritable. Hein, c'était des actes préparatoires. Il n'empêche que c'est une problématique qui est tout à fait préoccupante. Et donc, ces sociologues ont mis en évidence deux grands types de mineurs qui pouvaient être concernés par cette problématique de radicalisation, dont une est tout à fait inhabituelle pour nous. Il y en a une qui est classique, c'est ce qu'ils ont appelé les mineurs révoltés. Ça correspond au profil habituel des mineurs délinquants, des adolescents en crise personnelle, familiale, et qui, par volonté d'opposition, vont soit commettre des infractions, soit avoir des propos. Alors en l'occurrence, c'était souvent cela en matière d'infractions en matière de terrorisme, des propos provoquants, voire aller un peu plus loin, fréquenter des réseaux, voire aller encore un peu plus loin et engager des actes préparatoires, mais beaucoup dans la provocation. Et c'était des profils de jeunes qui correspondaient au profil habituel que nous avons l'habitude de prendre en charge. Et ces jeunes-là étaient assez facilement réversibles, c'est-à-dire qu'au fond, ils n'attachaient pas une importance particulière à cet enjeu de la radicalisation, qui était plus pris comme un prétexte, comme ils auraient pris autre chose pour rentrer en opposition avec l'adulte et faire cette manœuvre de provocation. En revanche, il y avait un autre public beaucoup plus gravement engagé en général en matière de nature des faits reprochés, qui était très différent de celui auquel nous sommes habitués, puisqu'il s'agissait de jeunes en général bien insérés, issus de familles qui elles-mêmes l'étaient, qui poussaient beaucoup leurs enfants à suivre des études.
Ces enfants étaient porteurs en quelque sorte d'un projet familial auquel ils sacrifiaient de façon plus ou moins contrainte beaucoup de choses, hein, des loisirs, des relations avec des jeunes de leur âge, etc. Et jusque, bon, évidemment, là je vous donne un portrait qui n'est pas aussi uniforme que cela, mais enfin c'est vraiment les grands traits. Jusqu'au collège, ils réussissaient bien, ça se passait bien. Ils passaient au lycée, en général, comme ils étaient bons élèves dans leur collège, ils passaient dans un lycée qui était d'un niveau supérieur et dans une localisation différente que celle de leur quartier. Et là, pour ceux qui étaient confrontés à l'échec scolaire, ce qui était assez fréquent parce que pas le même environnement social, familial, pas la même culture de base et peut-être pas les mêmes capacités du coup, eh bien, le projet s'effondrait. Et là, pour peu que dans l'environnement de proximité ou sur les réseaux sociaux, où souvent ils allaient parce qu'ils étaient assez isolés, hein, ayant peu de relations amicales, notamment dans les nouveaux établissements qu'ils fréquentaient, eh bien, ils étaient des proies relativement faciles pour des personnes qui souhaitaient avoir une emprise sur eux, hein, ce qui est bien la technique de ces réseaux. Et du coup, ils investissaient beaucoup plus que l'autre type de population dont j'ai parlé tout à l'heure. L'enjeu de la radicalisation et ils étaient beaucoup moins réversibles. Donc ça, c'est des choses qui nous aident beaucoup, qui nous permettent de former nos professionnels à la nécessaire vigilance aussi, hein, à toutes les problématiques de tachia et autres, de dissimulation qu'on connaît bien dans cette difficulté de la radicalisation. Et c'est ainsi que nous avons formé non seulement tous nos agents, c'est-à-dire 9000 personnes, mais aussi un bon millier de plus à la problématique en général de la radicalisation, et que nous poursuivons ces actions par des formations continues. Et puis, nous avons aussi mis en place pour la prise en charge de ces jeunes à leur sortie de détention des structures très particulières où ils sont ils sont accompagnés 24 heures sur 24 par un éducateur pendant toute une phase qui est nécessaire pour s'assurer que les choses se stabilise, on va dire. C'est un sujet très complexe. J'insiste beaucoup sur la grande vigilance à laquelle j'appelle toujours les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse pour ces prises en charge, parce qu'on sait à quel point elles peuvent être délicates et à quel point il faut toujours rester vigilant. En même temps, c'est par l'action éducative, c'est-à-dire par le rétablissement d'une confiance et d'un accompagnement de l'adulte, je dirais, vers une insertion et une sortie de ces problématiques, que l'on réussit à faire en sorte que ces jeunes les surmontent. Merci Madeleine Mathieu. Alors on va parler d'une autre menace qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années avec vous, Guillaume Poupart. Alors avant de vous entendre, on va regarder un autre reportage de nos confrères, enfin de mes confrères de TF1 qui date d'il y a très peu de temps, juin 2018, il y a un an, et qui évoque la question de la cybercriminalité. Parlons maintenant d'une menace d'une toute autre nature. Nous avons presque tous été victimes au moins une fois d'une fraude à la carte bleue ou d'un piratage de données personnelles. Un rapport officiel publié ce matin par le ministère de l'Intérieur, chiffre à l'appui, montre que le nombre de cyberattaques a considérablement augmenté ces dernières années et personne n'est épargné. Henri Dreyfus et Cédric Even. C'est un constat sans appel. La cybercriminalité est aujourd'hui un phénomène massif auquel presque personne ne peut échapper. Citoyens, entreprises, même les plus hautes instances de l'État ne sont pas épargnés. La principale raison, plus besoin d'être un hacker professionnel pour lancer une cyberattaque. Une criminalité sans armes ni violence qui explose. En un an, ces faits ont augmenté de 32%, atteignant 63 000 cas l'année dernière. Pour faire face à cette menace d'une ampleur inédite, le ministère de l'Intérieur prévoit de recruter 800 cyberlimiers d'ici 2023. Alors, on l'a entendu, la cybercriminalité explose. Guillaume Poupart, est-ce qu'on a suffisamment anticipé ce phénomène ? Anticiper, pas à 30 ans, c'est une évidence. La grande difficulté qu'on a avec les questions cyber, c'est ce qui en fait l'intérêt d'ailleurs, je ne vais pas le cacher, c'est que c'est très nouveau. Il y a 10 ans, on en parlait à peine. C'est vrai que le livre blanc de 2008 qui a été cité,
a été un point de départ pour nous, mais voilà, il doit y avoir 3 paragraphes sur le risque cyber, même si tout de suite, il est anticipé, et ça doit être écrit comme ça, comme étant quelque chose en très forte croissance. C'est un risque qui est un peu déroutant parce que, d'abord, il s'ajoute à tous les autres, il ne le remplace pas. Donc c'est autant de travail en plus, autant de prévention en plus à mener. C'est un risque qui ne peut pas se traiter, à mon avis, par une évolution continue de ce qui était fait jusqu'à présent. Parce que là, on parle de cybercriminalité, mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Nous, on parle de risque numérique maintenant. Et aujourd'hui, c'est une espèce de catégorie extrêmement vaste dans laquelle on va retrouver des petites arnaques, les arnaques à la carte bleue, les emails que l'on reçoit qui sont des tentatives d'arnaque, dont certaines sont même un peu farfelues en fait. Vous avez tous reçu ça, des gens qui veulent vous faire partager un héritage de plusieurs millions et tout ça. Et puis évidemment, il faut que vous répondiez et que vous commenciez par envoyer 100 €, je ne sais plus trop pourquoi. Donc ça, c'est déjà une forme de criminalité et c'est déjà du risque numérique. Et puis il y en a plein d'autres. On va retrouver des risques d'espionnage, on va retrouver des risques d'atteinte quasiment militaire dans les faits, dans la violence de les faits. Donc aujourd'hui, dans ce mot fourre-tout qui est cyber, qu'on n'aime pas trop, nous, pour être franc, parce que justement, il ne veut rien dire, mais qui est évidemment bien pratique, on met tout et n'importe quoi. Donc face à ça, l'important, c'est que l'État, d'abord, se reconfigure. Et là, finalement, les différents services en charge de la sécurité au sens large ont un rôle majeur à jouer. Je ne vais pas les citer, mais enfin, évidemment, les services de renseignement ont un rôle majeur à jouer. Évidemment, la police, la gendarmerie sont dans une mutation extrêmement rapide pour être capable d'accompagner et de faire en sorte que ces risques ne restent pas impunis. La justice est en train d'évoluer très très vite avec, soit dit en passant, des ressources extrêmement faibles, mais d'une grande qualité, compensée par une grande qualité. Mais voilà, on n'est qu'au début probablement de cette mutation. Et puis ce qui a été anticipé, puisque c'était votre question, en 2008, c'est probablement le fait qu'il fallait un mode de fonctionnement original face à une menace originale. Et la grande intuition de 2008, ça a été de dire il ne faut pas se débarrasser du sujet cyber en le donnant au service de renseignement, en le donnant à l'armée, en le donnant à la police. Il faut probablement repenser ça différemment. Alors nous, ça nous concerne directement, puisque ça a été l'acte de naissance de l'ANSSI, qui est une agence qui dépend du Premier ministre, parce que fondamentalement, on voit bien qu'on a besoin de travailler avec tous les services déjà en place qui vont évoluer dans leur champ de compétences. Et puis, probablement la nécessité d'avoir des solutions inspiré mais de ce qu'on fait par ailleurs, mais également original, pour traiter une menace qui, par certains aspects, ne ressemble pas du tout aux autres. Quels moyens vous avez alors pour y faire face ? Les moyens, ils sont humains. On est vraiment dans un domaine où ça coûte pas cher de lutter contre la cyber. Faut jamais dire ça, évidemment. Vous le répéterez pas au cabinet du Premier ministre. C'est de l'humain. Et donc ça peut pas se réduire à tant de personnes, ça peut pas se réduire à un budget. C'est avant tout savoir quoi faire, c'est avant tout préciser les missions. Je reviens complètement là-dessus parce que se battre pour avoir des ETP, on le fait tous, mais c'est pas une finalité en soi. C'est des moyens réglementaires, des moyens législatifs. On est passé par la loi. La France a été le premier pays au monde à anticiper le fait que ce sujet de sécurité numérique serait tellement grave, tellement impactant en termes de sécurité nationale, qu'il faudrait probablement rapidement sortir, donc ça c'était déjà en 2008, qu'il faudrait sortir simplement du conseil et du fait de la sensibilisation de tous les acteurs pour passer par quelque chose de quasiment obligatoire. Et donc ça a été porté par l'autre livre blanc, le livre blanc suivant, en 2013, et traduit dans la loi de programmation militaire votée en décembre 2013, où on est allé jusqu'à des moyens réglementaires pour dire dorénavant les opérateurs d'importance vitale, donc les 230 et quelques opérateurs les plus critiques en France, qu'ils soient publics ou privés, ça n'a aucune importance d'ailleurs, vont devoir faire de la sécurité de manière obligatoire. Et donc ce moyen réglementaire, il est absolument indispensable pour nous. Et puis évidemment après, comme tout bon moyen réglementaire, l'important est dans la manière de l'utiliser, dans l'intelligence qui est mise derrière, pour faire en sorte que ce ne soit pas une charge en plus pour ceux sur qui ça s'abat, qui ont déjà suffisamment de problèmes comme ça, mais bien une manière de développer une coopération efficace avec eux. Et c'est ça finalement la finesse et le côté positif du modèle français. On reste très modeste évidemment sur tout ça, mais enfin on se compare aux autres et en se comparant on se rassure. Et ce modèle français qui s'appuie sur un État fort et ambitieux, qui met des moyens évidemment, mais des moyens, enfin vous voyez à l'ANSSI on est 600.
C'est énorme, mais c'est pas non plus, face aux enjeux, c'est pas non plus colossal. Des moyens financiers, on a un budget tout mouillé de 80 millions, ce qui est en gros la moyenne de ce que perdent les victimes dans les très grosses attaques. Une victime dans le cadre d'une grosse campagne d'attaque, c'est ce qu'elle peut perdre. On a le cas de Saint-Gobain qu'on a beaucoup cité en France, mais on en a d'autres, des comme ça. Bon, donc c'est pas énormément d'argent fondamentalement. Donc un État fort qui est capable de s'organiser, et c'est ça qu'on a fait ensemble d'ailleurs avec les différents services pour voir comment chacun pouvait apporter sa plus-value. C'est absolument essentiel. Ça fait partie des moyens. Les moyens réglementaires qui nous permettent de travailler avec les différents types de victimes. Et également les moyens pour être capable d'aller toucher les différents types de victimes. De même que les menaces sont vraiment extrêmement multiples, et un jour probablement on sera plus clair dans la catégorisation, les victimes sont extrêmement multiples également. Aujourd'hui, sincèrement, entre une administration, entre une entreprise du CAC 40, entre une PME, ça peut être vous, ça peut être moi à titre individuel, on est tous potentiellement des victimes d'actes agressifs sur le plan numérique. Et évidemment, si ces différentes victimes ne disposent pas de moyens adaptés eux-mêmes et n'ont pas été sensibilisés au juste niveau pour se protéger, ça ne peut pas fonctionner. Et puis, toujours dans ces moyens, ce qu'on peut y faire rentrer également, c'est la disponibilité des outils pour se protéger. Dans les règles de sécurité que l'on peut recommander, que l'on peut imposer à certains par des moyens réglementaires, il y a des choses qui sont à prendre en compte au niveau propre. Je fais le tour des COMEX, des grandes entreprises, pour expliquer que c'est avant tout une question de gouvernance, et ça coûte rien, mais c'est avant tout une volonté qui doit être derrière. Donc il y a plein de sujets comme ça qui ne sont pas des sujets très, très techniques ou très complexes. Et puis à côté de ça, il y a toute une part du métier de lutte contre la cybercriminalité ou les atteintes cyber au sens large, qui consiste vraiment à passer par des professionnels. Et donc, un État fort, des victimes potentielles motivées, et le troisième pilier qui est absolument indispensable, autrement c'est bancal, c'est une sorte de cyber-industrie, pour prendre un néologisme, mais cyber on peut le mettre devant tous, donc ça marche, une cyber-industrie compétente et de confiance. Et là c'est également une des forces de la France probablement, c'est d'avoir une telle industrie, assez multiples d'ailleurs, hein, avec des acteurs qui viennent du numérique, qui viennent de l'armement, qui viennent des opérateurs. Enfin, on voit qu'il y a une forme de convergence sur ces sujets cyber. Et donc d'avoir une industrie capable d'apporter des produits et des services, surtout pour aider à faire des audits, pour aider à faire de la détection d'attaques, pour aider à faire de la réponse à incidents, enfin tous ces métiers qui sont essentiels. Et quand on se compare finalement, une fois encore en restant très modeste, avec nos partenaires, on se rend compte que des États qui sont capables d'avoir un État fort et motivé, des cibles potentielles en alerte et qui y mettent les moyens, et une industrie capable d'apporter les solutions nécessaires, finalement il y en a très peu. Il y en a très très peu aujourd'hui. Et ce n'est pas uniquement une affaire de taille. Et dès qu'il y a un de ces trois piliers qui n'est pas incarné, en fait ça ne fonctionne pas. C'est toujours difficile de prendre des exemples, mais typiquement, si on va chez nos amis britanniques, l'État est très fort, très motivé, avec une organisation différente de la nôtre, mais adaptée probablement à leur pays. Il y a une industrie assez forte dans le domaine cyber. Par contre, les cibles potentielles ne sont pas motivées parce que l'approche réglementaire n'est pas possible pour des raisons politiques chez eux. Et on a plutôt un rejet de toute l'aide que peuvent apporter et l'industrie et l'État vis-à-vis des victimes britanniques. Dans d'autres pays d'Europe, il manque l'industrie, typiquement. C'est malheureusement le cas de beaucoup de pays qui n'ont pas une forme de masse critique. Dans d'autres pays, voire certains grands pays, c'est l'État qui est défaillant, qui considère que ces sujets de cybersécurité, qui ne les a pas anticipés et qui a du mal à monter dans le camion. Voilà. C'est un équilibre assez subtil, finalement, qu'il faut être capable de construire. Et je pense qu'on peut se féliciter en France d'avoir su trouver, suite aux travaux de 2008 puis de 2013, cet équilibre, mettant à leur place les différents acteurs existants, les faisant évoluer, à marche forcée, parce que tout ce que je vous raconte là, ça a 10 ans, hein. Avant on n'en parlait quasiment pas. Donc voilà, mettant tout ça en place et donnant une cohérence à tout ça, notamment par le moyen réglementaire. Alors je vais vous demander de faire un petit tour chacun, là on arrive à la fin de cette table ronde. Imaginez un peu dans les 30 ans à venir, voilà, quoi on va devoir faire face, qu'est-ce qui manque aux forces de sécurité ou de justice pour voilà, faire face à ce qui nous arrive et se projeter sur les 30 prochaines années. Alors,
en quelques mots en matière de cyber? C'est moi qui commence. Alors, à 30 ans, je n'en ai aucune idée. Et si vous trouvez quelqu'un qui sait faire ça, ça m'intéresse. Et il dira probablement énormément de bêtises. Regardons à 5 ans. C'est beaucoup moins ambitieux. Quand j'étais à la DGA, il y avait encore, on raisonnait à 30 ans, mais parce que ça a un sens. Quand on fait des porte-avions, il vaut mieux regarder à 30 ans. Si on regarde à 5 ans, on ne sait pas faire de porte-avions ou autre chose. Mais dans le domaine cyber, ça ne marche pas. Donc à 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? La croissance des attaques, leur violence, leur complexité, les conséquences sur la nation, sur nos concitoyens, je suis très très pessimiste. On va avoir des drames. Je ne les souhaite pas, évidemment. Je ne suis absolument pas dans le rôle du pompier pyromane ou de... non. Mais il va y avoir des drames et le pire est largement devant nous. Alors, en général, quand je dis ça, même après avoir parlé 1 heure, c'est la seule phrase qui est retenue, mais malheureusement, c'est vrai. Aujourd'hui, on se rend compte que la numérisation massive, qui est probablement une bonne chose, qui touche l'ensemble des secteurs de la société, va devenir de plus en plus notre talon d'Achille. Et donc dans des secteurs comme le secteur de la santé, le secteur industriel, plein de domaines, enfin, les véhicules autonomes et tout ça, enfin, on va probablement avoir des catastrophes parce que la pression, la motivation d'acteurs de malfaisants potentiels va être très présente. En parallèle, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer à construire. Et la priorité, maintenant qu'on est finalement bien organisé en France, elle est d'être capable de faire monter ce sujet à minima à l'échelle européenne. Et en le disant et en le vivant au quotidien, je peux vous garantir que c'est compliqué. Mais c'est absolument essentiel. Si on a une sorte de séparation, si chacun défend ou pas son petit précaré, l'avantage, il est définitivement aux attaquants. Donc cette échelle européenne, elle est nécessaire, elle est complexe parce qu'elle doit mêler à la fois des questions de souveraineté nationale qui ne se partagent pas, et puis un besoin de travailler ensemble. Donc je ne développe pas, mais cette échelle européenne, elle va être essentielle. Et puis le dernier point, pour ne pas être trop long, l'échelle internationale, l'échelle de construction d'un droit international ou d'une adaptation d'un droit international qui fonctionne dans le cyberespace, cette échelle-là, elle est absolument essentielle. Là encore, je vais être très pessimiste. On en est à un état où les gros, la France fait un peu figure d'exception, mais où les gros n'ont qu'une envie, c'est de se taper dessus. Donc ils sont plus en train de travailler à l'adaptation du droit de la guerre que du droit de la paix dans le cyberespace. Donc nous, il y a une voix française qui doit porter, qui porte déjà. Le 12 novembre dernier, le président de la République a lancé un appel pour la paix et la stabilité dans le cyberespace. Ce n'est pas une idée à cheveux longs façon Woodstock, c'est bien l'anticipation du fait que des dommages inacceptables vont se produire dans les années à venir et que quand ces dommages malheureusement se seront produits, il faudra que l'on soit capable collectivement, avec nos alliés, avec nos ennemis, je ne dis pas avec nos amis parce qu'on a peu d'amis dans ce domaine-là finalement, mais on a des alliés, on soit capable de fixer des normes de comportement et qu'on soit capable de les respecter, ces normes-là. Et ça, c'est probablement l'enjeu le plus complexe et qui va nous occuper beaucoup dans les années à venir. Merci. Donc après la catastrophe en matière cyber, Frédéric Pechnard, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les 30 ans à venir? Je ferai exactement la même réponse. Je suis absolument incapable de savoir ce qui se passera dans 30 ans et de quelle force de police nous devrons disposer dans 30 ans. Restons plus raisonnables et parlons à 5 ans. À 5 ans, quelles sont les grandes menaces qui pèsent sur nous? Les mêmes qu'aujourd'hui. Et il y a assez peu de chances qu'elles baissent. Il y a assez peu de chances que la criminalité organisée baisse. Il y a assez peu de chances que le risque terroriste, notamment islamique, soit complètement éradiqué. Il y a assez peu de chances que les organisations criminelles qui font passer des milliers et des milliers de migrants s'arrêtent. Et voilà, donc tous les risques qu'on a aujourd'hui vont avoir tendance à continuer au mieux et au pire à s'amplifier dans un contexte de tension sociale qui est important dans notre pays. Il y a aussi assez peu de chances que les risques sociaux soient complètement effacés dans les 5 prochaines années. Donc on voit bien que ce qui arrive devant nous, c'est pas simple. On est déjà en train de le vivre, mais probablement il n'est pas impossible que, encore, en tout cas pour certains de ces menaces, on soit amené à être obligé de monter un petit peu le niveau. Alors, face à ça, on a quoi? Eh bien, on a des forces de sécurité. On pourrait rester des heures, et si vous me réinvitez, j'en parlerai, mais la police ne va pas bien. On arrive à la fin, donc faut aller vite. Oui, la police ne va pas bien.
J'en veux pour preuve un nombre très important de suicides, j'en veux pour preuve ce mouvement de policiers en colère, j'en veux pour preuve les photos de rats qu'on voit dans les commissariats. Et je crois qu'il est urgent d'aider la police, parce que aider la police, c'est nous aider, c'est aider la France à se défendre. Alors l'aider, il y a 1000 choses à faire. Je crois qu'il faut rendre de la dignité aux forces de l'ordre. Et la dignité, ça commence par des moyens de travail matériels substantiels. Je pense qu'il est temps d'avoir un vrai grand plan de modernisation de la police. On en a eu plusieurs. Je le disais tout à l'heure, on a eu Pierre Joxe comme ministre, que moi j'ai connu, qui est le premier à lancer un vrai plan de modernisation. Puis on a eu d'autres ministres qui l'ont fait. Et c'est absolument indispensable. Si vous voulez que les policiers soient fiers d'eux, c'est bien de leur dire qu'ils sont formidables et très gentils. Il faut aussi qu'ils aient l'impression qu'on ne se moque pas d'eux. Quand vous avez des voitures de 240 000 km qui tombent en panne, quand vous avez des imprimantes qui ne sont pas remplacées, quand vous avez des toilettes qui sont bouchées, quand vous avez des murs, comme au commissariat de Fontainebleau, qui s'écroulent, les policiers ont juste l'impression qu'on se moque d'eux. Prenons au sérieux les revendications légitimes de la police, et parce que c'est eux qui nous défendront. Lucille Roland, j'imagine que vous avez... Alors, voilà, en quelques... Oui, dans la foulée de ce qu'ont dit mes prédécesseurs, effectivement, à 30 ans, je ne suis pas capable. Moi, mon service, c'est un service de prévision et de renseignement d'ordre public. Donc, on est dans le très court terme et on est dans la réactivité. Nous sommes confrontés à deux phénomènes. D'abord, on a des contestations qui sont sur des sujets qui ne sont pas du tout individualistes, professionnels, etc., tels que les animalistes et les antispécistes. Donc il faut que nous, on ouvre nos chakras pour essayer d'anticiper les prochaines raisons de manifester. Donc comme dit le grand philosophe belge Jean-Claude Van Damme, il faut être aware. Et puis autre sujet, c'est la façon dont ces contestations se produisent. La crise des Gilets jaunes, mais avant ça, le mouvement colère et le mouvement descendant en sont des manifestations. Comment est-ce que nous allons travailler sur des individus qui ne sont pas constitués en association, en parti, en syndicat, qui ne répondent pas à des mots d'ordre et qui défendent des intérêts qui, pour le coup, là, contrairement à ce que je viens de dire, sont totalement individualistes. Donc pour nous, c'est un défi et c'est ce à quoi nous allons nous atteler. Une question pour Madeleine Mathieu. Alors, je ne vais pas être originale et je ne vais pas vous dire que je vois déjà dans 30 ans les risques cybernétiques qui pèsent sur la jeunesse de France, ni la manière dont on serait susceptible d'y répondre. Ce que je peux dire, c'est que notre mission étant et la protection et la prévention, protection comme son nom l'indique, et prévention parce que c'est vraiment le cœur de la mission et de l'efficacité de la lutte contre la délinquance et la récidive, eh bien, nous avons effectivement pris en compte la problématique du numérique et l'impact que ce numérique peut avoir sur la jeunesse. Et nous avons mis en œuvre deux types d'actions. D'abord, au sein de l'ensemble de nos établissements et services, il y a tout un travail qui est conduit pour attirer l'attention des jeunes et les éduquer en quelque sorte à un esprit critique vis-à-vis de tout ce qu'ils vont pouvoir être amenés à rencontrer sur le net. Et notamment, nous leur faisons faire des petits montages de films par lesquels ils vont percevoir beaucoup mieux que si c'était quelque chose qu'on leur livrait tout fait, hein, mais en le faisant eux-mêmes, ils réalisent à quel point il est facile de fausser un message, même de construire un message totalement mensonger, à partir d'images, même d'archives, grâce à une illustration de bande-son, un montage, des commentaires adaptés, et on arrive comme ça à monter n'importe quel sujet mensonger. Et ça, je peux vous dire que ça a vraiment un impact pour eux, et que je parlais des manifestations nationales tout à l'heure, on en a plusieurs, on en a une qui s'appelle, j'ai oublié son titre, mais enfin en tout cas elle est reliée au monde du cinéma, et au travers d'un apprentissage de ces jeunes sur les techniques du cinéma, on poursuit le même objectif lors d'une manifestation nationale qui a beaucoup de succès également. Deuxième axe de travail, c'est ce que nous avons appelé le permis numérique, qui est une action de formation à destination aussi bien de nos professionnels que des familles des mineurs et des mineurs eux-mêmes, pour justement leur donner un peu les clés de ce qu'ils peuvent trouver sur le net, de la manière de protéger leurs propres données, de ne pas être soumis à des chantages, hein, comme cela arrive parfois. Enfin bref, tout ce qu'il faut savoir, et que peut-être certains jeunes savent encore mieux que moi, je ne suis pas de la bonne génération, mais en tout cas, tout ce qu'il faut savoir est qu'on doit enseigner aussi à ces jeunes, pas seulement la manipulation des outils,
on utilise tous les supports, soit les téléphones portables, les tablettes, etc., pour les aguerrir et les prémunir contre tout cela. Et puis alors après, nous avons des plans de continuation d'activité, et comme notre ministère est en train de faire une démarche, on parlait des moyens faibles du ministère de la Justice, mais est en train de faire une démarche très offensive et très importante de rénovation de ces systèmes d'information, je ne doute pas que nous serons nous aussi victimes de cyberattaques, et à ce moment-là, je me tournerai vers l'ANSSI pour savoir y répondre. Merci. Hélène Noyer, quelques mots et comme ça, moi, j'ai très pas de rapide. problème. Le philosophe ne peut parler que quand les choses sont vraiment terminées et terminées depuis longtemps. Donc, vraiment pas de prophétie. Mais cela dit, quand même, tout ce qui vient d'être dit montre qu'il y a une fonction très importante de la police qui est de connaître la société. Madame Mathieu a parlé de son travail avec les sociologues, mais il faut voir que la police offre aussi un terrain aux sociologues. Parce que la police peut faire remonter aux politiques tout ce qui ne va pas, grâce à la place dans laquelle elle se trouve. Et que, évidemment, il faut se garder des prophéties parce qu'il faut se garder libre à la connaissance de l'imprévu. On sera surpris, il ne faut pas l'ignorer. Au moins, on peut être sûr d'une chose, c'est qu'on ne peut pas prévoir et qu'on sera donc forcément surpris. Mais que, muni de cet avertissement, on peut peut-être aussi, en pensant ce qu'est la police, puisqu'on a vu qu'elle n'était pas seulement affaire de technique, mais aussi affaire de sens, de savoir ce qu'on fait, dans un état de droit, en démocratie, faire remonter toute cette connaissance de la société pour se prémunir d'un risque qui est quand même important dans le monde, qui est le risque qui pèse sur les démocraties, précisément. Me permet cette ouverture sur le politique. Il en a été question ce matin. Madame Cazaux-Charles rappelait qu'il ne s'agissait pas seulement de penser la violence, mais de penser les ressorts de la violence, c'est-à-dire ne pas trahir son propos. Il a été question des libertés. Et donc, à 30 ans, je pense qu'au moins on peut se donner cet horizon de faire exister une police démocratique dans l'état de droit, qui soit bien à sa place de médiation entre la société et l'État. Merci beaucoup. On va prendre quelques petites questions si on a encore un peu le temps. Si vous avez des questions à poser sur tout ce qui vient d'être dit. C'est qu'on a été très complet. Alors. Donc Jean-Michel Dumas, je travaille pour un pôle de compétitivité. J'ai une question pour M. Poupard. Vous avez évoqué les relations internationales. Ce matin, on a parlé de l'ambassadeur du numérique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le lien entre sa démarche et ce que vous faites et comment ça pourrait contribuer à optimiser un petit peu la sécurité cyber? L'ambassadeur pour le numérique a qu'on appelle parfois de manière un peu abusive le cyberambassadeur. Il a une mission extrêmement large que voilà, je lui laisserai résumer mais bon, voilà, toute la relation avec les GAFA, toute la relation avec voilà, tout cet écosystème, les questions qui sont plus des questions de sécurité, pas des questions au sens ANSSI, mais sur les retraits des contenus et tout ça, font partie de son escarcelle qui est immense. Sur le sujet cyber, sa position elle est très simple et très compliquée en même temps dans la réalisation. Elle est vraiment d'aller porter dans les enceintes de discussion, les enceintes internationales, notamment à l'ONU, d'aller porter la voix de la France dans ces débats que l'on a sur le droit international qui s'applique au cyberespace, sur les questions de normes, de comportement des États au sein du cyberespace, qui est le débat qui est plus devant nous que derrière nous fondamentalement, parce que pour tout vous dire, ça fait déjà plusieurs années que cette discussion a lieu, et qu'elle a fini par aboutir à une sorte de constat de désaccord global. Même le point essentiel qu'on avait mis des années finalement à finir par obtenir, comme quoi le droit existant s'applique au cyberespace, a fini par s'effriter un peu, parce que les autres grandes puissances n'avaient pas forcément envie de soutenir cette idée-là, et par des moyens différents voulaient le remettre en question. Donc l'ambassadeur cyber en pratique, il a un rôle absolument fondamental, parce qu'en tant que diplomate, il porte la voix de la France, la voix diplomatique de la France sur ces questions cyber. L'ANSSI est juste derrière et lui apporte tous les éléments techniques de préparation, on l'accompagne et tout ça, mais c'est très très bien que ce soit un ambassadeur
qu'il soit de métier ou pas. L'ambassadeur actuel n'est pas un ambassadeur de métier, mais c'est pas gênant, mais que ce soit bien la diplomatie française qui porte cette voix de la France. Les grands enjeux, ça va être quoi? Je parlais de droit international, de régulation des plateformes, les GAFA. La question que vous avez brièvement abordée, qui est celle du chiffrement, finalement, et de la sécurité, on a un problème collectivement avec ça. Parce que les techniques que nous, côté Annecy, on promeut en termes de cybersécurité, ce sont des techniques qui sont très fortes. Donc nous, on les promeut parce qu'on sait très bien que tous les gens qu'on veut protéger, les gros comme les petits, ont besoin d'accéder à ces techniques, notamment de chiffrement, mais il n'y a pas que ça, pour se protéger. Mais on sait également que les malfaisants vont en profiter et que ces techniques, du coup, deviennent un frein, non pas pour les attaquants, mais bien pour les services d'enquête, les services de police, les services de renseignement. Donc là, on a un sujet qui est absolument majeur, qui revient régulièrement, sur lequel ma seule certitude, c'est que les solutions en 140 caractères, elles ne fonctionnent pas. Les solutions d'interdiction, les solutions d'affaiblissement. Donc on a cette discussion qui revient, qui au fil des années gagne en maturité. Au départ c'était assez caricatural, et le départ c'était il n'y a pas si longtemps. Donc aujourd'hui voilà, l'idée c'est de voir à quel point on peut trouver une sorte de compromis qui fasse en sorte que ce monde numérique qui est en train de se développer et qui est un monde mondial, enfin ça veut rien dire ce que je dis, mais enfin qui ne peut se penser qu'à l'échelle mondiale, soit protecteur pour les gentils et ne permettent pas aux méchants de se développer. Je dis volontairement avec des mots naïfs pour traduire à quel point la question est complexe. Voilà, ainsi s'achève notre table ronde Prévenir et protéger, et merci à tous de nous avoir écoutés.